cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Lundi 2 décembre 2024, mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes, la toute première émission de ce mois de décembre. Nous irons au Tchad, en Syrie, et nous allons clôturer par les États-Unis pour décrypter l'actualité cet après-midi. J'ai avec moi Morgane Asokma-Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir Morgane. Bonsoir à tous. Comment ça va? Très positif. Tic-tac, dans quelques heures. Ce sera l'ouverture de la Coged. Naturellement, et nous sommes à pied d'œuvre. Et pour d'Ivray, nous avons déjà des délégations qui sont là. La délégation malienne est déjà à Cotonou, logée, et nous attendons maintenant le reste, le Ghana, le Nigeria, le Togo, et ainsi de suite. Sera quoi la particularité cette année? Alors, il faut dire que le caractère international de la chose est déjà une particularité. La seconde chose, c'est la présence d'un certain nombre d'autorités, à savoir le programme des Nations Unies au Bénin, programme de développement des Nations Unies, le PNUD. Vous avez aussi la CEDEAO, par le biais de son ambassadeur, qui est toujours aux côtés des initiatives de jeunes. Et vous avez le ministère des Affaires étrangères qui, naturellement, va se permettre de se faire représenter. On ne sait pas si le ministre nous fera la surprise d'être là, mais on reste positif. Donc, en dehors de tout cela, vous avez le traitement de deux sujets d'actualité où des jeunes assez curieux et déterminés, par déjà l'effort qu'ils fournissent au virtuel, c'est-à-dire sur nos plateformes diverses, ont déjà soumis des draft resolutions, viendront pour en découdre, tout en défendant l'intérêt des États qu'ils représentent. De toutes les façons, ESAE Télévision et ESAE Radio seront de la partie. Alors, nous démarrons par le Tchad, résiliation de la coopération militaire entre N'Djamena et Paris. Alors, Morgane, dites-nous, depuis le 28 novembre 2024, une date à retenir dans les relations franco-tchadiennes concernant le volet militaire. Oui, cette nouvelle donne n'est pas aussi surprenante que cela pourrait l'être, parce qu'on a déjà aperçu l'intention et l'initiative lorsqu'on a vu le Tchad commencer à se rapprocher dans une certaine mesure de la Russie, à faire des déplacements et à recevoir aussi les autorités russes dans une perspective de collaboration aussi bien sur le plan sécuritaire que économique. Et aussi, c'est quelque chose qui n'est pas anodin si on a suivi les déclarations du Tchad qui remettaient déjà en cause la présence en matière de collaboration comme cela devrait être de l'Union européenne et en particulier de la France pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. Et on sait que le Tchad a fait face à certains rebondissements dans cette lutte et estime donc que le partenaire traditionnel privilégié qu'est la France ne mérite plus forcément ce titre et qu'il faille donc remettre en cause tout ce qui a été fait jusque-là ou du moins changer de dynamique, ne pas renouveler quoi que ce soit avec la France. Mais alors dites-nous un peu, est-ce que le fait que cette annonce survienne après la visite officielle du ministre français des Affaires étrangères du côté de N'Djamena ne donne pas de malaise qui était latent depuis le décès du président Idriss Déby Itno? Oui, ce malaise ne peut pas être manifeste que par ce geste. Il faut rappeler même que peut-être, on n'est pas dans les secrets des dieux, que la visite de cette personnalité, haute personnalité du gouvernement français au Tchad était dans une perspective de finaliser
la sortie de cet accord de collaboration. C'est vrai, à des moments donnés, les objectifs changent, les intérêts changent et les États doivent en prendre conscience. Oui, mais est-ce que ça ne surprend pas un peu? On parle du ministre des Affaires étrangères, mais on parle de coopération militaire également. Peut-être qu'on s'attendait à voir plutôt le ministre de la Défense. Pas forcément. Vous savez, le ministère des Affaires étrangères s'occupe de tout ce qui est affaires étrangères techniquement, surtout pour ce qui est de la détermination des accords cadres de coopération ou de la rupture de ces accords. C'est le ministère le plus approprié. En matière d'autres ministères connexes par rapport à certains accords, c'est beaucoup plus l'expertise spécifique. Donc je comprends la pertinence. Si on se retrouvait dans un cadre où il fallait renégocier les accords, l'utilité du ministère de la Défense serait donc assez capitale. Mais ici, nous sommes dans un cadre où il ne s'agit pas de discuter des aspects pointus et spécifiques d'un certain accord de défense, mais il s'agit de sortir de cet accord, de discuter peut-être des modalités de sortie et de voir comment est-ce qu'on pourrait voir, apprécier des perspectives d'un quelconque autre accord. Je pense que c'est ce qui justifierait probablement l'absence de ce ministère et la présence quasi importante du ministère des Affaires étrangères, qui ne s'est pas arrêté qu'au Tchad, qui est allé ailleurs, où on a vu aussi comment ça s'est passé. passé. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette résiliation? Il faut simplement comprendre que le caractère présent sur le plan militaire de la France dans la plupart de ces pays africains qui entretenaient un certain niveau de relations de coopération militaire et économique avec la France est révolu. Et que la France en est tellement consciente qu'elle prend des dispositions pour redéployer son système autrement. Il n'y a pas que le Tchad, vous savez, il y a aussi, disons, le Sénégal qui est en train de prendre des décisions. Avant le Sénégal, il y a eu d'autres États. Donc je pense que tous ces paramètres sont assez importants. Alors justement, lorsque on constate ça, on se rend compte que le Tchad est déjà en train de prendre. Et on se rend compte, que le Tchad est déjà en train de tourner dos définitivement à la France au profit de Moscou. Est-ce au profit de Moscou? Je pense qu'il faut plutôt dire que le Tchad trouve ses intérêts ailleurs. Moscou ne profite pas forcément du départ de la France ou de la résiliation de ces accords de coopération avec la France. Mais Moscou noue des relations qui, naturellement, entrent dans le cadre des intérêts de Moscou sur le territoire africain, un peu partout. Et donc, je suis persuadé que le Tchad aussi trouve ses intérêts aujourd'hui avec Moscou. Il ne s'agit pas de rompre forcément des relations ou de résilier un contrat au profit d'un autre État, mais il s'agit de suivre ses intérêts. Donc, il faut comprendre ici que le Tchad a d'autres intérêts aujourd'hui qui font de la France un État avec lequel le Tchad ne souhaite plus forcément coopérer à un certain niveau en matière de défense, d'aspect militaire. Parce que le Tchad a besoin d'un certain nombre d'initiatives que Moscou semble mettre à la disposition de la plupart des États. Parce qu'il faut se rendre compte que ces États qui ont décidé de collaborer avec Moscou récemment semblent dans la pratique connaître quelques succès en matière d'approvisionnement pour ce qui est des armes et en matière de stratégie vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs assez nocifs. Je veux parler des terroristes. Et cela est tentant pour tout État qui se retrouve dans une dynamique à être perpétuellement en conflit avec les terroristes et les groupes djihadistes. Alors, est-ce que cette décision ne vienne-t-elle pas mettre en mal la stratégie africaine de Paris? Pas forcément. Et c'est pour cela que je vous disais, Paris est en train de revoir toute sa stratégie en Afrique. Et ça, c'est bien. Oui, mais est-ce qu'il avait prévu ça au départ? Est-ce que ce n'est pas les événements survenus au Sahel qui ont bousculé un peu la donne parlant de la coopération militaire française en Afrique? Alors, il faut dire que c'était prévu clairement que l'Afrique allait un jour se réveiller. Et donc, des dispositions avaient été techniquement prises. Mais que l'Afrique se réveille d'un coup comme ça,
et de façon assez déterminée. Je ne pense pas que ça c'était prévisible. Ce qui a chamboulé beaucoup de choses au niveau de la France, on l'a vu sur l'aspect économique. Et donc aujourd'hui, c'est un mal que vit la France, mais un mal qui n'est pas au-delà des capacités des stratèges français techniquement. Donc nous allons observer et voir quelle sera la nouvelle politique, et on semble voir se dessiner une politique qui limite la présence de la France au niveau de ces pays sur le plan militaire, mais qui est en train de s'appesantir sur la dynamique économique beaucoup plus, et la présence de la France à d'autres cieux. On se rend compte que la France recherche beaucoup plus maintenant sur un autre continent, le continent asiatique. Et, oui, mais est-ce que vous croyez que de ce côté-là, par exemple, l'herbe est verte? L'herbe n'est pas forcément verte, mais il y a des possibilités. Pourquoi? Parce que c'est des terrains où la France n'y était pas forcément. Et aujourd'hui, dans un contexte de redistribution des cadres sur le plan géopolitique et géoéconomique, la France, en tant que nouveau partenaire pour ces pays-là, est une opportunité. C'est un peu comme la Russie pour ces pays qui acceptent la Russie dans le domaine militaire. Alors dites-nous un peu, pour certains estiment que on voit en cette décision une surenchère politique. Une surenchère politique de la part du Tchad, je ne pense pas que c'est une surenchère. Le Tchad, comme la plupart des États qui ont précédé le Tchad dans leur coopération avec la Russie, est assez objectif dans ce qu'il veut faire. Il y a un besoin qu'il faille combler. Et ce besoin s'inscrit dans la lutte face aux terroristes. Et le Tchad l'a dit, on a suivi les journaux qui ont montré que le Tchad a été mis en mal ces derniers temps et pense même à abandonner son caractère de pionnier dans cette lutte-là si d'aventure les partenaires ne venaient pas à satisfaire leurs engagements. Et on se rend compte que certainement les partenaires ne sont pas en capacité de réellement satisfaire leurs engagements financiers, ce qui pourrait expliquer le fait que le Tchad se retrouve à se tourner vers un autre partenaire qui, même si ne s'aventure pas forcément dans l'aspect financier, s'aventure quand même dans l'aspect renforcement des capacités militaire et coopération face à la lutte contre le terrorisme. Après Bamako, nous avons eu Niamey, nous avons Ouaga et maintenant nous avons N'Djamena. Est-ce que vous croyez que la saignée va se poursuivre? Naturellement, pour ce qui est de tous les pays qui sont concernés par la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, ça va continuer. Et si ce n'est pas la Russie, ce sera probablement la Chine qui aussi a commencé à nourrir un intérêt sur l'aspect sécuritaire, et où ce sera d'autres pays qui vont s'intéresser à la chose. Donc je pense que l'Europe a beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, qui empêchent aujourd'hui l'Union européenne, dans ce contexte, de s'intéresser au volet militaire ou économique dans plusieurs pays. Maintenant, on a les États-Unis qui s'inscrivent beaucoup plus dans une politique d'America First avec l'arrivée de Donald Trump, mais qui va certainement à un moment donné, s'il écoute ses stratèges, décider de maintenir un certain niveau de coopération avec les pays africains sur le plan militaire, parce qu'il y a des intérêts aussi qui sont en jeu pour les États-Unis. Alors, pour sortir de ce sujet cet après-midi, nous savons tous que à lui seul, N'Djamena était presque le dispositif de la relation militaire franco-africaine. Nous avons les camps de Kossai, nous avons le Faya Largeau et nous avons Abéché. Maintenant, avec la résiliation de cette coopération militaire, comment est-ce que ça va se jouer? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ce sera toujours jouable? Si on doit se fier à la capacité des autorités tchadiennes à tenir compte de tous les paramètres avant de prendre une décision, et que cette décision est bien informée, bien renseignée, je pense que ça va se poursuivre et on risque d'avoir des surprises. Mais si il va falloir faire avec des décisions qui ne sont pas bien renseignées, bien mûries avant d'être prises, ça ne va pas changer la donne. Mais je doute de cette légèreté dans la prise de décision au niveau des différentes chancelleries africaines aujourd'hui, qui sont conscientes de la menace que représente le terrorisme et donc qui sont prêts à faire des pactes ou à signer des accords avec des acteurs qui ne sont pas forcément dans le domaine de tout ce qu'on peut considérer à plusieurs niveaux comme respect des principes et des droits humains ou respect des règles, des
normes impératives de la scène internationale, pourvu qu'ils arrivent à restaurer la sécurité dans leurs États et à promouvoir leur développement. Ils sont prêts à aller avec tout partenaire qui leur offre du concret. Alors justement, parlant de partenariat, là nous sommes du côté de la Russie, des inquiétudes de la Russie, de la Turquie et de l'Iran face à l'offensive djihadiste dans le pays. L'évolution rapide des djihadistes et des rebelles inquiète du côté de Damas. C'est tout à fait compréhensible puisque nous sommes dans une dynamique conflictuelle globale et les pays que vous venez de citer se retrouvent aussi déjà engagés dans des conflits d'une certaine façon ou d'une autre et ont intérêt à gérer la saignée pour qu'ils ne soient pas épuisés eux-mêmes. Et on sait que la Russie s'intéresse tellement à la question qu'elle a pris des initiatives dans cette logique-là. Donc c'est quelque chose d'assez compréhensible et d'évident auquel ces acteurs s'intéressent. Alors, pourquoi la prise de contrôle de la ville d'Alep et dans les provinces d'Idlib est-elle vraiment préoccupante, aussi bien pour la Russie, pour l'Iran et pour la Turquie? C'est préoccupant parce qu'une fois que ces villes sont prises, c'est le pouvoir qui passe d'un groupe à un autre. Et ce nouveau groupe n'est pas forcément favorable au développement de la vision de cet État que vous venez de citer. Donc, il est nécessaire pour ces États d'agir dans le sens de défendre leurs intérêts. C'est la défense de leurs intérêts qui est en jeu. Et si d'aventure ils n'arrivaient pas à le faire, ils vont se retrouver à faire face à des crises qui n'arrangent pas leur engagement ou leur implication dans plusieurs autres théâtres. Alors, on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, les rebelles avaient eu à signer des engagements, avaient pris des engagements avec l'État islamique. Est-ce à dire que c'est ces engagements-là qui sont en train de porter des fruits aujourd'hui? Parce qu'à un moment, certains n'ont pas véritablement cru à cette alliance État islamique et les rebelles. C'est dommage que certains n'y aient pas cru. Et je suis entièrement d'accord avec vous que cette alliance est en train de porter des fruits. Aujourd'hui, il est établi de façon irréfutable qu'il y a d'autres acteurs qui impulsent une certaine dynamique à la scène internationale que les États. Et il a été prouvé au fil des différentes observations que ces acteurs qui ne sont pas des groupes réguliers en matière d'armement ou militaire sont plus déstabilisant qu'un conflit armé avec un groupe armé régulier. Donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte cette alliance qui porte des fruits, mais c'est surtout le caractère perturbateur. Alors, avant de vous laisser finir, Oui. le consultant géopolitique que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu l'évolution de ce conflit qui est en train de renaître, alors qu'entre-temps, on n'entendait plus véritablement des sons de cloche venant du côté de la Syrie par rapport à ces combats entre l'État régulier et les terroristes et les djihadistes. On se rappelle encore qu'il n'y a pas longtemps, les rebelles qui étaient soutenus par les États-Unis à un moment, ils ont préféré lâcher cet accord avec les États-Unis pour plutôt nouer l'accord avec l'État islamique. Mais alors aujourd'hui, est-ce que le pouvoir de Damas est véritablement en danger? Le pouvoir de Damas est véritablement en danger. Et si ces acteurs ont décidé de laisser la coopération avec les États-Unis pour s'allier à l'État islamique, c'est simplement parce que quand vous avez une coopération avec un État, il y a un certain nombre de normes à respecter. Et ces normes sur le terrain conflictuel ne sont pas toujours en faveur de la domination ou du caractère gagnant de l'armée qui est en jeu. Mais quand vous allez avec des groupes comme l'État islamique qui ne respectent, voilà, qui ne respectent pas forcément ces principes, vous gagnez beaucoup plus vite en matière d'impact et de déstabilisation de l'adversaire. Et c'est ce qui justifie l'intérêt de ces acteurs et c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'on quitte un partenaire régulier qui veut respecter un ensemble de certaines normes dans son apport pour votre succès
pour un acteur qui est assez stratégique et qui n'a que pour seul objectif le succès et les résultats. C'est ce qui explique aussi l'intérêt que certaines chancelleries portent à la Russie, qui a prouvé que elle, au lieu de s'inscrire dans une dynamique de force régulière, si elle doit réellement contribuer, elle s'inscrit dans une dynamique de sous-traitance avec des groupes militaires privés. Exactement. Alors, dites-moi un peu, d'un côté, dans ce conflit-là, d'un côté, dans ce conflit, nous avons la Russie et l'Iran qui soutiennent totalement Damas. Et de l'autre côté, nous avons la Turquie qui soutient les rebelles. Alors, à quoi devons nous attendre les jours à venir? À un conflit assez intéressant. Mais il faudrait déjà qu'il n'y ait pas que la Turquie qui soutienne les rebelles, mais qu'il y ait d'autres acteurs que nous ne connaissons officiellement, pas. Voilà. Donc, si ces acteurs que nous... Et maintenant, on ne sait pas qui soutient l'État islamique. On ne sait pas. Donc, pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Donc, si ces États-là qui soutiennent les rebelles sont beaucoup plus qu'on ne l'imagine, on va s'attendre à un affrontement assez intéressant. Parce que de l'autre côté, vous avez la Russie et un certain nombre d'autres acteurs qui soutiennent carrément le camp opposé. Je pense que c'est une dynamique qui s'inscrit, comme je l'ai déjà dit ici, dans le cadre de la géopolitique globale aujourd'hui, où chacun veut se positionner. Et chacun doit se positionner en fonction de ses intérêts. Et ce qui se joue dans cette partie du monde est capital pour ces différents acteurs. Et je pense donc que c'est dans cette logique qu'on assiste à ce qu'on est en train de voir. Et si cette logique est maintenue, ça va prendre du temps, les intérêts vont être déterminés et peut-être suite à la capitulation de certains acteurs, on verra d'autres prendre le dessus et prendre possession de ces différentes villes pour pouvoir gérer le pouvoir dans cette zone. Alors, à l'état actuel, est-ce qu'il est possible que ces trois pays unifient leurs forces conjointes pour essayer de procéder à la stabilisation de la Turquie, de la situation syrienne? Nous n'oublions pas ici qu'il y a la Turquie qui soutient les rebelles, la Russie qui soutient le pouvoir de Damas, la Russie et l'Iran qui soutiennent le pouvoir de Damas. Alors, vous, en tant que consultant géopolitique, lorsque vous regardez un peu cette partie du monde, est-ce qu'il est possible que ces trois pays se mettent ensemble? La possibilité existe, mais la probabilité est plus ou moins faible. Pourquoi? Vous avez la Turquie qui, naturellement, a joué déjà le deal breaker au niveau de la Russie et des autres pays pour ce qui était des céréales. Vous avez l'Iran qui est dans une dynamique assez agressive vis-à-vis de tout ce qui est États-Unis et qui est dans une coopération avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, la position de l'Iran par rapport aux États-Unis et aux États qui appartiennent à l'OTAN, sans oublier l'Union européenne, et la position de la Russie font que l'aspect de la Turquie qui, dans ce contexte, ne défend pas les intérêts de l'OTAN ou de l'Union européenne ou même des États-Unis, mais ses propres intérêts par rapport à ces enjeux, la capacité à harmoniser ces intérêts sera très difficile. Il va falloir en découdre sur le terrain et permettre à un groupe de prendre possession et de dominer. Et je pense que les différents acteurs en sont conscients. C'est pour cela qu'ils ont commencé à s'impliquer de cette façon, parce que l'implication est totale et confirmée de part et d'autre. Donc voilà ce qui fait que ça va être très difficile pour ces États de s'asseoir autour d'une table et de négocier pour stabiliser la zone. Mieux, tout dépendra aujourd'hui de l'arrivée ou de la prise de service de Donald Trump, parce que sa prise de service peut chambouler les intérêts de tous les acteurs. Donc, si on reste dans cette situation jusqu'au soir du 23 janvier ou du 20 janvier, du 20 janvier, on risque de voir les choses changer assez vite et brusquement pour ce qui est de la capacité à s'asseoir autour d'une table et à trouver une solution. Ce serait assez impossible si Trump reste dans une logique de ne pas aller dans des conflits, mais de faire asseoir les différents leaders pour qu'on trouve des solutions à ces conflits. Alors aujourd'hui, lorsque on regarde un peu cette situation syrienne en ce moment, nous avons la Russie et l'Iran qui sont déjà vraiment investis. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils pourront s'investir à 100%, sachant que eux-mêmes, ils sont déjà sur d'autres fonds. On a l'Iran qui a déjà
son propre magma à gérer du côté de Téhéran même. Maintenant, on a aussi la Russie qui est quand même en conflit en ce moment avec l'Ukraine. Est-ce que, présentement, ils sont prêts à s'investir à 100% du côté de Damas? Alors, si s'investir à 100% signifie mettre toutes ses ressources, c'est pas possible. Mais si s'investir à 100% signifie défendre ses intérêts, vaille que vaille, avec toutes les stratégies possibles, c'est clair que c'est dans la dynamique dans laquelle chacun s'inscrit. Ils veulent défendre les intérêts avec tous les moyens qui sont en leur capacité. Mais ils ne pourront pas mettre toutes leurs ressources dans cette situation conflictuelle pour ce qui est de la ressource économique et de la ressource militaire. Parce que ces ressources sont déjà engagées sur d'autres fronts et ces fronts sur lesquels ces ressources sont engagées, naturellement, pourraient s'avérer plus importants et plus crucial que ce qui est en train de se passer au niveau de Damas. Alors, au niveau des Nations Unies, le représentant des États-Unis a affirmé que la prise d'Alep par les rebelles est le résultat de la dépendance de la Russie et de l'Iran par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait compréhensible que cette déclaration vienne des Nations Unies, surtout quand on regarde la configuration actuelle des Nations Unies. On a vu les différentes positions des Nations Unies par rapport au comportement de la Russie en Ukraine, par rapport au comportement de l'Iran. Et donc, on sait qu'il y a une position de routine qui vise à condamner le comportement de ces acteurs qui existent au niveau de la communauté internationale. Maintenant, si on regarde la chose sous l'angle que chaque État défend ses intérêts et travaille pour ses intérêts, il est clair que l'Iran et la Russie sont dans une dynamique de défendre leurs intérêts et de travailler pour leurs intérêts. Donc leur attitude est compréhensible et la déclaration des Nations Unies est aussi compréhensible parce que chacun reste dans son rôle et le joue à perfection. Alors, depuis quelques jours, nous le savons tous, la coalition anti-Bachar, je veux parler de cette coalition entre les rebelles et l'État islamique, après le contrôle de l'aéroport international d'Alep et c'est la seule véritable prise depuis que ce conflit a commencé. Cela relance-t-il les hostilités en Syrie? Oh, les hostilités sont lancées et vont durer le temps qu'il faudra. La prise de cet aéroport, au contraire, marque un point assez déterminant qui va soit activer les protagonistes dans leur implication, je veux parler de la Russie et de l'Iran, pour récupérer l'aéroport, parce qu'on sait ce que représente un aéroport pour un État. C'est par là que viennent tout ce qu'il faut. C'est le premier endroit qu'on sécurise et c'est un aéroport international. Donc je pense que ces deux États vont s'activer à renforcer les capacités des autorités de Damas pour pouvoir reprendre possession. C'est le deuxième aéroport du pays. En effet, pour pouvoir reprendre possession de cet aéroport. Maintenant, dans le cas où ils n'arriveraient pas à le faire, nous sommes dans une situation complexe. D'après les récits des uns et des autres, les djihadistes ont occupé à ce jour plus d'une cinquantaine de villes et de localités dans cette partie de la Syrie. Il y a des localités où l'armée régulière n'a même pas eu à combattre. Ils ont juste déposé les armes. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'armée régulière même en a marre de la situation? Serait-elle déjà en train de lâcher le président syrien? Non, l'armée régulière est face à une situation d'épuisement. Vous savez, lorsqu'on se retrouve engagé dans des conflits qui durent des décennies, on est épuisé sur plusieurs aspects. Déjà sur le plan psychologique, sur le plan social, et sur le plan économique et sur le plan stratégique. Et quand on s'en tient aux différents échecs essuyés par cette armée, les pertes qui ont été infligées à cette armée, c'est tout à fait compréhensible qu'elle soit réticente aujourd'hui dans sa façon d'être impliquée. Maintenant, la faute revient aux autorités qui n'ont pas su mettre en place un dispositif pour pouvoir limiter les dégâts et pour pouvoir gérer de façon efficiente la ressource humaine mise à leur disposition. Toutefois, on a toujours des soldats qui sont prêts à défendre vaille que vaille les intérêts du pays. Donc oui, le pouvoir est mis en mal, mais c'est un mal qui ne découle pas des derniers événements, mais qui découle d'une succession de situations
complexe qui met en mal l'existence même de ces hommes et qui met en mal leur motivation à défendre. Le consultant géopolitique que vous êtes, est-ce que États. vous voyez encore le président Bachar rester encore au pouvoir pendant longtemps, vu la vitesse avec laquelle les événements se déroulent de ce côté-là? Oui, vous savez, tout va dépendre de qui le soutient et qui ne le soutient pas et de comment est-ce que celui ou celle qui le soutient s'implique dans la situation. Si on constate qu'il y a une implication totale et très forte des partis externes qui soutiennent Bachar al-Assad et le gouvernement de Damas, c'est clair qu'il va le rester. Mais si ces États trouvent des intérêts ailleurs, je pense que très vite, ce sera la fin pour lui. Alors, pour parler du président Bachar et pour sortir de ce sujet syrien cet après-midi, au regard de tout ce qu'on observe sur le terrain depuis quelques jours, le président Bachar a-t-il raison d'affirmer que son pays est toujours capable de vaincre le terrorisme? Est-ce qu'il a raison? C'est difficile à dire, mais c'est ce qu'il peut dire, ce n'est que ce qu'il doit dire pour permettre déjà à ces troupes de continuer d'être mobilisées. Ça bouge de ce côté du monde. Oui, ça bouge. On a ce qui se passe au Liban, on a Israël. Oui, ça ne change pas le besoin de... C'est surtout ça qui, du moins, enracine, hein, le besoin de continuer à motiver ceux qui se battent pour l'intégrité du pays. Et ce genre de paroles encourage techniquement ceux qui sont au front ou ceux qui ont envie de continuer de se battre. Maintenant, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça permet à la situation d'être décantée de façon amiable? Non, ça ne permet pas forcément, mais ça montre quand même qu'il y a une détermination à vouloir défendre les intérêts du peuple et à pouvoir défendre ce qu'il a déjà constitué jusque-là comme un système de leadership qui continue d'avoir foi en lui. Donc sur cette base, on peut comprendre les différentes perspectives de présence ou de pas de présence, d'intérêt ou pas d'intérêt, mais surtout de détermination à continuer à motiver les troupes pour qu'on puisse atteindre un certain objectif. C'est mieux, disons que la Syrie se trouve dans une situation beaucoup plus intéressante que l'Ukraine, qui aujourd'hui a perdu beaucoup en matière de population, en matière de stabilité du pays, en matière d'infrastructure. L'Ukraine est entièrement reconstruite. Et il ne s'agit pas que des immeubles, mais il s'agit de la population, de sa volonté de vouloir vivre ensemble et de bien d'autres paramètres. Donc les hommes sont à reconstruire en Ukraine et le pays en tant que espace physique est à reconstruire. Contrairement en Syrie où on continue d'avoir quand même des hommes qui sont prêts à se battre, où l'ensemble des dégâts humanitaire. Avant de chuter, Margot Oui. Morgan, nous savons que la Syrie était quand même un élément clé au niveau du Moyen-Orient. Il était un allié sûr des Occidentaux. Alors, moi, ma question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment la Syrie a perdu cette confiance-là des Occidentaux. Vous savez, quand vous parlez de confiance, vous semblez remettre en cause le principe sacro-saint des relations internationales qui sont que les États n'ont que d'intérêt. Je ne pense pas qu'on puisse parler de confiance. Alors, à quel moment, si vous voulez, les Occidentaux ont perdu leurs intérêts en Syrie? Si vous voulez que je parle. Oui, exactement, voilà. exactement. Et je pense que c'est la meilleure formulation et je suis entièrement d'accord avec vous. Ce moment clé est difficile à déterminer sur la base des observations ou des éléments d'analyse que nous avons sur la scène internationale. Mais on peut quand même passer à une déduction qui montrerait que tout ceci a commencé lorsque la Syrie ou les Occidentaux se sont rendus compte qu'il y a beaucoup plus d'intérêt ailleurs. Ce n'est pas qu'ils n'ont plus d'intérêt avec la Syrie, sinon ils ne seraient pas toujours dans le jeu, comme ils le sont aujourd'hui, mais c'est qu'il y a plus d'intérêt ailleurs. On a eu plusieurs événements qui ont distancé l'intérêt ou qui ont fragilisé cet intérêt grandiose qui existait au préalable. Les crises du Covid, les crises économiques, surtout que traversent les États-Unis par rapport à la redynamisation du dispositif économique, les BRICS par-ci, qui remettent en cause le dollar. Il y a les questions de géopolitique avec
la France qui n'est plus la France d'avant, puisqu'elle perd du terrain de façon stratégique. Exactement. Afrique, hein. Donc, tous ces éléments mis ensemble sont de nature à diluer l'intensité de l'intérêt que les Occidentaux pourraient avoir de l'autre côté. Et à part cela, je pense que les raisons profondes pourraient varier d'un acteur occidental à un autre. Alors, vous parlez d'intérêt, ce qui nous amène directement aux États-Unis. 100% de droits de douane, telle est la menace de Donald Trump à l'égard des BRICS si ces derniers sapent la domination du dollar. Sans attendre sa nouvelle entrée officielle à la Maison-Blanche, qui serait la deuxième de l'histoire, Donald Trump lance déjà des menaces aux BRICS. Je pense que c'est des menaces à prendre au sérieux, surtout qu'on connaît le personnage, et c'est des menaces qui se justifient puisqu'il est dans sa politique d'America First. Cette question de dédollarisation ne date pas d'aujourd'hui, et on sait bel et bien que l'objectif ou l'un des objectifs sacro-saints des BRICS, c'est effectivement la dédollarisation du marché international. Donc la menace de Donald Trump s'inscrit dans une logique constructive par rapport à son intérêt ou à ses intérêts et aux intérêts des États-Unis. Maintenant, est-ce que ce sera productif? Les questions de sanctions ou des menaces par rapport aux tarifs économiques, de par le passé, n'ont pas montré une certaine efficacité. Au contraire, on a vu l'effet boomerang qui, d'une certaine façon, a affecté tous les États qui ont pris de pareilles initiatives. Et j'ai bien peur que l'initiative de Donald Trump s'inscrive dans cette logique-là, même si cela va apporter quelques éléments de développement économique interne. Alors, le 30 novembre, déjà, il écrivait sur son réseau social, je cite, « Nous exigeons de ce pays qu'il s'engage à ne pas créer une nouvelle monnaie des BRICS, ni soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain. » Donald Trump a-t-il raison d'agir de la sorte? Entièrement raison dans sa logique d'America First. Il défend les intérêts des États-Unis. Et ici, en l'occurrence, le pouvoir et l'influence économique des États-Unis. C'est très important de le souligner. Mais sur le plan international, sur l'aspect de liberté du marché, tout ce qui est conçu comme norme internationale, il a tort. C'est une façon de procéder qui est dénoncée par les tests du Gentleman Agreement qu'on a appelé GATT et qui s'est transformé en Organisation mondiale du commerce, qui met en place des principes à observer pour ce qui est du marché ou du commerce international. Et donc cette dynamique de vouloir imposer des tarifs à d'autres États est contre les principes actuels de gestion du commerce international dans le monde, mais s'aligne entièrement dans la politique d'America First. Et cela nous montre techniquement qu'au niveau des États-Unis, lorsqu'il y a conflictualité entre les normes internationales et des normes internes qui visent à développer le cadre interne, naturellement, les normes internes prennent le dessus sur les normes internationales. Alors, nous avons vu déjà au dernier sommet des BRICS, Vladimir Poutine, qui n'était pas déjà pour cette monnaie unique, il avait dit que l'initiative était trop tôt. Est-ce que lui, il lisait déjà entre les lignes? Vladimir Poutine se comporte naturellement comme tout bon acteur de la scène internationale qui comprend le principe de l'intégration, que ce soit régionale ou que ce soit économique. Le principe veut qu'il y ait une certaine harmonisation des différentes économies quand vous vous inscrivez dans le dispositif économique. L'apport de chaque État dans ce qui va représenter la monnaie commune et sa capacité à maintenir son économie interne en développement compte beaucoup dans l'adoption d'une monnaie commune. On a vu ce qui s'est passé avec la Grèce lorsque la Grèce a souhaité rejoindre l'Union européenne et combien de fois on a appuyé ou attiré l'attention sur l'incapacité économique de la Grèce à le faire. Donc c'est pareil. C'est pour cela aussi que les questions de monnaie commune au niveau de la CEDEAO, si on devait laisser le franc CFA, reste tout un débat, et d'autant plus que une pareille initiative au niveau des BRICS va nécessiter beaucoup de temps
dans le processus d'abord de négociation du test et des principes qui vont rédiger l'utilisation de cette nouvelle monnaie, et aussi dans le processus d'ajustement des différentes économies pour qu'on puisse avoir des résultats impactants. Si ça devra se faire, ça devra se faire sans la plupart des États qui n'ont pas forcément une économie aussi forte que celle des États qui sont en train de diriger les BRICS, ou une économie prometteuse. Parce qu'à défaut d'avoir une économie forte, il faut avoir une économie prometteuse pour pouvoir intégrer le système. Alors justement, la question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que les BRICS sont suffisamment forts pour faire plier le dollar? Naturellement qu'ils ont emmagasiné un ensemble de capacités données qui, si conjuguées ensemble et bien structurées, mettrait en mal le dollar. Il faut dire même que le simple fait de penser déjà à ce palliatif menace le dollar. Si vous regardez le coût des bourses, la bourse montre que le dollar, dans une certaine mesure, est menacé par plusieurs éléments et plusieurs actions qui viennent des BRICS. On sait que le dollar est arrimé à l'or, et on sait qu'il y a plusieurs États parmi ceux qui constituent les BRICS qui détiennent une quantité de réserves d'or. Mieux, ces États-là, où cette initiative favorise les pays africains qui, on sait... Oui, mais dans les BRICS aussi, il y a plein de pays aussi qui ne s'entendent pas. Oui, ici, il ne s'agit pas de s'entendre, ici, il s'agit de voir quel est son intérêt. Les Américains peuvent jouer sur ce tableau? Le travail de l'entente, ce serait possible si les Américains investissent dans les pays qui ne s'attendent pas avec un certain nombre de pays au niveau des BRICS et qui sont intéressés par l'apport en coopération des États-Unis, ce qui n'est pas gagné d'avance puisqu'on se retrouve dans une politique d'America First. Donc je pense que c'est une ouverture exploitable, mais qui ne sera pas forcément exploitée par Donald Trump. Alors justement, parlant de Donald Trump, à l'allure où vont les choses, est-ce qu'il est prêt à s'aimer le doute au sein des BRICS? Il a déjà commencé par semer le doute, puisqu'il y a des États qui vont se dire, mais écoutez, après tout, on a des relations... On a des relations très poussées. Il n'a peut-être pas tort. On a des relations de coopération très poussées avec les États-Unis et on connaît Trump. Quand il commence par dire cela, il va visser le robinet de l'autre côté et on a un certain nombre de projets qui vont être mis en berne. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Ces États vont se poser la question. Parce que vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Inde, vous avez... Et tous ces États, dans une certaine mesure... Oui, mais est-ce que la Chine est prête, par exemple, à appuyer les Chines? Non. On sait, par exemple, la guerre commerciale qui va bientôt renaître entre la Chine et les qui est déjà là. Voilà. Il faut comprendre est-ce que les États-Unis, la Chine ne se sentira pas pris en partie dans cette... Les BRICS, c'est pas seulement la Chine. C'est plusieurs autres États. Si ça ne tenait qu'à la Russie et à la Chine, la réponse est très claire. Il n'y aura pas de capitulation et ils vont foncer. Maintenant, si ces deux États, à eux seuls, arrivent à impulser une certaine dynamique aux BRICS, on va assister à une confrontation assez intéressante. Mais s'ils n'arrivent pas et que le processus de prise de décision au niveau des BRICS est fait de façon à ce qu'on estime tous les paramètres et les intérêts des États individuels, ça va être difficile qu'on assiste à ce conflit entre Donald Trump et les pays du BRICS. Ils vont forcément trouver la méthode pour pouvoir continuer ce qu'ils sont en train de faire sans pour autant amener le partenaire américain à agir de façon radicale. Alors, dites-nous un peu sur Donald Trump, est-ce que nous allons assister à une vaste guerre commerciale capable de, de pénaliser la crise mondiale? Oui, il faut dire que la guerre commerciale qui va se dérouler viendra accentuer la situation de crise pour certains États, mais va booster l'économie pour d'autres. Certains États, c'est-à-dire ceux qui dépendent largement de l'apport des États-Unis dans leur processus de développement, ou ceux qui constituent une menace pour l'économie américaine, ceux-là vont en pâtir naturellement. Mais pour ceux qui vont exploiter ce conflit qui va exister, cette guerre économique qui va exister entre les États-Unis
et la Chine et même les pays des BRICS, ceux qui vont exploiter cette opportunité pour développer leur économie vont trouver leur compte. Donc tout dépend de dans quel camp vous vous trouvez et de quelle position vous avez dans le processus global. Parce que quelle que soit la guerre commerciale qui sera menée, il va falloir investir de l'argent pour avoir certains acteurs de son côté ou pas. Alors, dans cette guerre, quelle sera selon vous, la place de l'Organisation mondiale du commerce par rapport à la croissance mondiale? Il est clair que les règles de l'Organisation mondiale du commerce, comme la plupart des règles du droit international, ne s'appliquent de façon stricto sensu qu'aux États qui acceptent son application. Et ici, vous vous retrouvez dans un cadre où vous avez un État comme les États-Unis qui ne donne pas, qui ne considère pas forcément ces règles-là lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de paramètres, comme celui des intérêts des États-Unis. Vous avez la Chine, qui pendant très longtemps n'a pas respecté ces règles-là pour pouvoir se développer, qui s'est renfermée sur elle-même pour se développer. Et vous avez d'autres États, que ce soit l'Inde, que ce soit le Brésil, que ce soit exactement, et l'Afrique du Sud. Ce sont des États qui ont une toute autre perception. Il y en a qui s'impliquent vraiment dans l'observation des règles de l'Organisation mondiale de la santé. Ces États-là ne pourront pas tirer leur épingle du jeu forcément, mais du point de vue des autres États qui font jouer leur rapport de force, c'est quelque chose d'assez important et constructif. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi Donald Trump, avant même sa prise de fonction, s'attaque déjà aux droits de douane le lundi passé? Il était question, il s'agissait du Mexique et du Canada. Parce que c'est un outil... c'est un outil assez important et puissant en matière de politique de reconstruction interne. C'est un outil assez puissant. Vous savez, c'est un outil qui a déjà été expérimenté dans les années antérieures. Il y a plusieurs qui pensent que ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, Donald Trump a essayé d'adopter cette structure, non de la même façon qu'il le fait actuellement. Et ça avait fonctionné pour ce qui est de rebooster l'économie, ce qui lui a valu sa réélection. Donc je pense que s'il y va à 100% sur pratiquement tous les fronts, en utilisant des stratégies pour que le tissu économique interne soit suffisamment... Oui, mais est-ce que les Américains peuvent fonctionner sans les autres? Parce que lorsqu'on regarde un peu les agissements de Donald Trump, avec votre permission, Donald, on a comme l'impression que Donald Trump croit que les Américains peuvent se passer des autres. C'est juste une impression, parce que dans la pratique, c'est pas ce qu'il croit. Parce que si c'était ce qu'il croyait, il n'allait pas s'intéresser aux situations de crise en dehors des États-Unis. Il n'allait pas s'intéresser à la situation économique de certains partenaires. Dans le même temps où Donald Trump est en train de vouloir penser à des taxes pour un certain nombre d'acteurs, dans ce même temps, il est en train de signer des accords de partenariat et de développement économique avec d'autres acteurs. Il a un personnage qui est très clair, qui est que il recherche les intérêts des nations, des États-Unis, coûte que coûte. Coûte que coûte. Quel que soit ce qui va arriver. C'est un homme d'affaires. Quitte à ceux qui piétinent le reste du monde. C'est un homme d'affaires. Et quand vous suivez sa biographie, on l'a appris à piétiner, on l'a même éduqué dans une dynamique d'écraser les autres pour pouvoir se faire une place. Et donc, peut-être c'est ce qui lui a valu son succès dans les affaires. Dans la géopolitique mondiale. L'idiosyncrasie de chaque individu vient avec lui lorsqu'il prend les règnes et occupe les postes de décideur dans un État. Et c'est la perplexité, pour ne pas dire la complexité de la géopolitique. Vous trouvez des acteurs qui sont vraiment accrochés aux principes qui dirigent ce monde-là ou ce côté-là, cette discipline, respecter le droit international, faire les choses dans les règles de l'art. Et vous avez des acteurs qui viennent et qui mettent tous ces principes de côté parce qu'ils ont une façon de voir totalement différente. Et c'est le cas de Donald Trump qui semble aller dans le sens d'obtenir des résultats coûte que coûte, et cela plaît aux Américains. Alors pour finir, c'est une stratégie ou alors c'est juste pour essayer de faire peur au reste du monde? Il faut dire que c'est quelque chose à prendre au sérieux et les différents acteurs concernés prennent déjà cela au sérieux. C'est à prendre au sérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est une initiative qui s'appliquera
à cœur joie. Les autres n'ont pas d'argument pour le contrarier ou Oui, contrecarrer? vous savez, tout se joue au niveau interne. Quand vous suivez un peu comment est-ce que Donald Trump a dirigé les États-Unis à son mandat précédent, parfois, il y a un certain nombre de recommandations qui lui sont faites par son équipe interne et qu'il décide quand même de ne pas respecter parce qu'il fonctionnerait sur la base de ce qui lui vient du fond du cœur et de sa pensée. Donc, je me dis que si il s'accroche à ce que vont lui recommander ses acteurs ou ses conseillers, il risque de ne pas faire du vaille-que-vaille. Mais si d'aventure, il se fie à son instinct comme on le lui connaît, même dans le cas où on ne va pas espérer qu'il le fasse, il le fera. Et je pense qu'il est très sérieux dans ce qu'il fait. Et il fait tout ceci avant sa prise de fonction, surtout parce qu'il sait qu'il a très peu de temps pour redresser le pays et que l'espoir ou les attentes des Américains sont énormes si on regarde la façon dont il a été élu. Donc il a intérêt réellement à aller très vite pour pouvoir satisfaire ne serait-ce que dans une majorité absolue ce que souhaitent les Américains. Voilà, c'est avec cette intervention de Morgane Assogba Metonji, consultant en géopolitique, que nous mettons en terme à notre émission de ce lundi. Nous sommes allés au Tchad. Nous avons parlé de la résiliation de la coopération militaire entre N'Djamena et Paris. À ce sujet, lorsque Morgane a fini par argumenter, il a rassuré que la saignée va continuer dans d'autres pays de l'Afrique. Du côté de la Syrie, les inquiétudes de la Russie, de la Turquie et de l'Iran face à l'offensive djihadiste dans le pays. À ce niveau également, vous avez suivi les arguments avancés par mon invité cet après-midi et nous avons terminé par les États-Unis. 100% de droits de douane, telle est la menace de Donald Trump à l'égard des BRICS si ces derniers sapent la domination du dollar. Également à ce niveau, Morgane a dit que les BRICS devraient prendre très au sérieux cette menace de Donald Trump. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours ESAE Télévision, la télévision de l'excellence. J'ai reçu pour vous cet après-midi Morgane Assogba Metonji. Merci Morgane. Ce fut un plaisir. Tatiana Handa Djemeya, c'est moi. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités internationales.